Qui n'a jamais eu cette étincelle, cette idée qu'on pense géniale? Le truc, c'est comment on la transforme en un produit que les gens vont vraiment vouloir, qu'ils vont s'arracher. C'est là que tout se complique, vraiment. Parce que, soyons honnêtes, bien trop souvent, même les meilleures idées finissent par se prendre un mur. Cette phrase, elle fait un peu mal, n'est-ce pas? Elle résonne parce qu'elle est vraie. On y met tout, son cœur, son énergie, parfois même son argent, et puis on regarde ce projet si prometteur s'écraser, littéralement. C'est une expérience, malheureusement, que beaucoup trop d'entrepreneurs et d'équipes ont vécue. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de nouveaux produits, tant de services se plantent, même quand on part avec les meilleures intentions du monde? Est-ce que c'est juste de la malchance, un mauvais timing, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, une sorte de décalage, une fissure invisible entre ce qu'on propose, notre solution, et ce dont les gens ont réellement besoin? Alors, regardons un peu la différence. L'ancienne manière de faire, c'était quoi? Eh bien, c'était beaucoup d'intuition, des débats sans fin dans une salle de réunion, bref, c'était le règne du «moi je pense que». Aujourd'hui, on change complètement de paradigme. L'approche est bien plus scientifique. On observe, on expérimente, on écoute vraiment. En gros, on arrête de supposer et on commence à chercher des preuves. Et pour faire ce grand saut, justement, il faut un outil, une sorte de guide. Et c'est précisément là qu'entre en scène le fameux Value Proposition Canvas. Il ne faut pas le voir comme un simple tableau ennuyeux, pas du tout. Pensez-y plutôt comme une carte, une vraie carte au trésor pour naviguer entre le point de départ, qui est l'idée, et la destination, qui est la création de valeur réelle pour le client. Alors, on commence par où? Par un changement de perspective, mais vraiment radical. La toute première étape, et c'est la plus importante, c'est de s'oublier soi-même. Oui, oui. Avant même de penser une seconde à notre solution, on va faire comme si on enfilait une blouse d'anthropologue. Notre mission, aller sur le terrain et cartographier le monde du client, comprendre ce qui le fait vibrer, ce qui le frustre, bref, ce qui le motive vraiment. Ce monde du client, sur le canevas, il est représenté par un cercle. Et ce cercle, il est divisé en trois grandes zones à explorer. La première, c'est de comprendre les travaux que le client essaie d'accomplir. La deuxième, ce sont les mots, toutes ces frustrations. Et la troisième, ce sont les gains, c'est-à-dire les bénéfices qu'il espère obtenir. Ok, premier concept super important, les fameux travaux du client. Attention, il faut oublier l'idée d'une simple tâche fonctionnelle, genre tondre la pelouse. Non, non, il faut voir beaucoup plus large. Ça peut être un travail social, par exemple avoir l'air compétent pendant une réunion, ou même un travail émotionnel comme se sentir en sécurité à la maison. En fait, c'est tout ce que la personne cherche à accomplir dans sa vie. Ensuite, on a les mots. Alors ça, c'est simple, c'est tout ce qui fâche, toutes les expériences négatives, les frustrations, les choses qui coûtent une blinde en temps ou en argent, les obstacles qui nous ralentissent, et même les risques. Ça peut être un risque financier, social ou technique. En gros, c'est tout ce qui empêche notre client de dormir sur ses deux oreilles. Et pour finir avec le cercle, on a les gains. C'est le côté positif, les résultats espérés. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a les gains requis, le minimum syndical, quoi. Par exemple, qu'un téléphone puisse téléphoner. Logique. Il y a les gains attendus, comme un joli design. Ensuite, on monte d'un cran avec les gains désirés, ce qu'on aimerait vraiment avoir. Et puis, il y a le Saint Graal, les gains inattendus. C'est la petite surprise qui change tout, l'innovation qui nous fait dire waouh. Bon, maintenant qu'on a cette carte super détaillée du monde du client, il est temps de passer de l'autre côté du miroir. On va dessiner notre carte à nous, la carte de valeur. C'est là et seulement là qu'on commence à concevoir notre solution. Et l'idée, c'est qu'elle soit le reflet parfait de tout ce qu'on vient de découvrir. Cette carte de valeur, elle est représentée par un carré. Et comme par hasard, elle est structurée pour répondre pile poil au profil client qu'on a vu juste avant. Elle se compose de trois parties. D'abord, la liste de nos produits et services. Ensuite, les soulageurs de maux. Et enfin, les créateurs de gains. Et le jeu, c'est que chaque élément de ce carré doit correspondre à quelque chose dans le cercle. Commençons par le plus simple, le plus direct, la section produits et services. Bon, là, pas de surprise, c'est tout simplement la liste de ce qu'on propose concrètement. Ça peut être un objet, un logiciel, un service, peu importe. C'est le socle, la base de notre proposition de valeur. Mais c'est maintenant que ça devient vraiment puissant. On passe au soulageur de mots. Et là, attention, le piège, c'est de lister des fonctionnalités. Surtout pas. L'idée, c'est de montrer précisément comment notre offre agit comme un antidote, un médicament contre les frustrations du client. Les meilleures propositions de valeur, elles ne cherchent pas à tout faire. Non, elles ciblent quelques douleurs bien précises, bien intenses, et elles les pulvérisent.
Et logiquement, de la même manière, on a les créateurs de gains. Ici, on décrit comment nos produits, nos services vont générer les bénéfices que le client attend ou désire. Et c'est la même logique que pour les mots. L'objectif n'est surtout pas de créer tous les gains imaginables. Il faut se concentrer sur ceux qui comptent vraiment, ceux qui sont les plus pertinents, les plus essentiels pour le client. Ok, on a maintenant les deux pièces du puzzle. D'un côté, le cercle, ce que le client veut, ce qu'il vit. De l'autre, le carré, ce qu'on propose. Et on arrive au moment critique. Le but ultime de tout ce travail, c'est de faire en sorte que ces deux moitiés s'emboîtent parfaitement, comme une clé dans une serrure. Cette fameuse adéquation, on l'atteint quand les connexions entre le cercle et le carré sont claires, évidentes, fortes. Quand chaque soulageur de mots qu'on a imaginé vient répondre à un vrai problème, un mal intense qu'on a identifié, et quand chaque créateur de gain correspond à un bénéfice que le client recherche activement. C'est vraiment ça, le test ultime de la pertinence de notre idée. Ce point crucial, on l'appelle l'adéquation, ou le fit en anglais. C'est ce moment un peu magique où le marché nous envoie un signal fort. Un signal qui dit « Ok, vous avez bien compris un de mes problèmes importants, et la solution que vous proposez, je la veux. » Et ça, c'est ce que toute organisation, qu'elle soit une petite start-up ou un grand groupe, devrait rechercher sans jamais s'arrêter. Mais attention, grosse mise en garde. Obtenir cette adéquation sur un bout de papier, dans une salle de réunion, c'est bien, mais ce n'est que le début. Le canvas, souvenez-vous, c'est une carte. Ce n'est pas le territoire. L'étape d'après, la plus dure, c'est de confronter cette belle carte à la dure réalité du marché. Parce que l'adéquation, en fait, ce n'est pas un événement unique, un eureka et c'est fini. Non, c'est un cycle, un processus sans fin. On conçoit des hypothèses, on les teste sur le terrain avec de vrais humains, on apprend de ce qu'ils nous disent et on fait évoluer notre idée en fonction. C'est une boucle. Concevoir, tester, évoluer. C'est ça l'approche scientifique de l'innovation. Ce processus, on peut le voir en trois grandes étapes, trois niveaux de fit. Le premier, c'est l'adéquation problème-solution. C'est la phase sur papier, quand on pense avoir trouvé la bonne combinaison. Le deuxième niveau, c'est l'adéquation produit-marché. Là, on sort du bureau, on cherche la preuve via des expériences que notre offre intéresse vraiment les gens. Et enfin, le niveau final, c'est l'adéquation modèle économique. C'est le moment où on s'assure que notre solution peut devenir une vraie entreprise, rentable et capable de grandir. Et au final, au-delà de l'outil, du diagramme, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'utilisation du Value Proposition Canvas, ça force un changement fondamental de mentalité. C'est une nouvelle façon de penser l'innovation. Et cette transformation, la voici. On passe des opinions aux preuves. On passe de la planification interminable à l'expérimentation rapide. L'objectif, ce n'est plus de vendre à tout prix, mais d'apprendre en permanence. Et au bout du compte, on arrête de juste fabriquer des trucs. On se concentre sur l'essentiel, créer de la valeur. Et on va finir avec une question qui dérange un peu. C'est bien beau tout ça, mais si on passe notre temps à chercher cette fameuse adéquation, à écouter les clients, est-ce qu'on ne risque pas, sans le vouloir, de tuer dans l'œuf les idées vraiment, vraiment disruptives, celles que personne n'attend? En d'autres termes, comment créer l'innovation que les clients ne savent même pas encore qu'ils désirent? Où est-ce qu'on place le curseur entre répondre à un besoin existant et créer le futur? C'est toute la tension absolument fascinante entre l'optimisation et la disruption.